Pierre le Fou, pour moi, c'est un film tout à fait particulier dans mon parcours, puisque c'est la première fois où j'ai croisé Godard. J'étais jeune étudiant, et Godard ne m'a même pas vu. Si vous voulez, je raconte l'histoire parce que moi, je suis varois. Et donc, j'avais un cousin qui était cuisinier à l'hôtel de Porquerolles. Et il savait que j'aimais le cinéma. Et un jour, il m'appelle et il me dit, il y a quelqu'un qui va venir tourner un film sur Porquerolles, longtemps. Donc, je lui dis, essaye de savoir qui c'est. Et il me dit, c'est Godard. Donc, du coup, grâce à ce cousin, je savais l'heure où ils arrivaient. Et donc, j'étais à Porquerolles. C'était la plage, c'était l'endroit où j'avais appris à nager. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un film qui me touche très, très personnellement. Et donc, je savais quand ils arrivaient. Donc, ils arrivent, je vois ils débarquent le matériel et tout ça. Et je comprends qu'ils vont aller tourner un plan. Donc, je les suis à 30 mètres. J'avais peur de me faire engueuler. J'étais seul, il n'y avait aucun journaliste à ce moment-là sur le tournage. Et donc, j'assiste au tournage d'un plan. J'avais amené avec moi une caméra 16 chargée d'un chargeur noir et blanc, comme ça, inversible. Et donc, j'avais peur. Je me suis dit, bon, s'il te voit, tu vas te faire jeter, parce que je n'avais aucune raison, je n'ai aucun titre pour être là, si vous voulez. Et je reconnais Jean-Pierre Léaud, parce que vous savez que Jean-Pierre Léaud était assistant. Avant que Jean-Pierre Léaud fasse des films avec Godard, Godard l'avait pris comme assistant, et il était très sérieux dans son rôle d'assistant. Et donc, je lui fais signe, et je lui dis, est-ce que j'ai le droit de filmer? Parce que comme j'avais une caméra 16, il me dit, je vais demander et tout. Il va voir Godard. Et je le vois, il revient. Il me dit, oui, si vous ne fumez pas. Donc, ce n'était pas trop problématique. Donc, il m'a autorisé à filmer, mais il ne m'a même pas vu, Godard. Vous voyez, c'était juste... Léo lui a dit, il y a un type là qui veut filmer le tournage. Il n'a même pas demandé pourquoi, ni qui j'étais, etc. Donc, moi, c'est ma première rencontre, disons, directe avec Godard, mais c'était que dans un sens. C'est-à-dire, lui, il ne m'a pas rencontré. Après, il a fallu, 10 ans après, quand je suis arrivé au Cahier, là, il y a eu la vraie rencontre. Là, on s'est vraiment rencontrés et on a commencé à travailler, enfin, à éditer son livre, Godard par Godard, etc. Mais donc, c'était pour moi un premier coup comme ça voilà. Et effectivement, parce que moi, Godard, déjà à l'époque, je connaissais tout à peu près par cœur, ses films, et le fait qu'il vienne tourner chez moi, ça m'avait assez troublé. Je me suis dit, pourquoi il vient ici et voilà, donc ça c'est l'anecdote. Ça veut dire qu'après, j'ai continué à suivre évidemment l'œuvre de Godard, et je me suis rendu compte que j'avais eu de la chance. C'est-à-dire que ce film, c'était pas un film parmi d'autres, c'est quand même un film aujourd'hui totalement mythique par rapport au cinéma de Godard. Quand on demande aux gens un titre de film de Godard, il y a À bout de souffle, et après il y a ça, et Le mépris. En gros, il y en a 3 qui sortent, et celui-là a une réputation de grand film romantique, etc. Ce qu'il est, d'ailleurs, et ce qui m'a toujours surpris, c'est que Godard ait fait Le mépris avant. Je pense que je l'ai déjà dit, mais si on oubliait les dates, et qu'on retrouve les films, et qu'on dise à un public... voilà 2 films, lequel est le film de jeunesse et lequel est le film de la maturité. Évidemment, le film de jeunesse, c'est Pierrot, et le film de la maturité, ça serait Le mépris. Or, c'est à l'envers. Alors, je rapproche les deux, parce que c'est les 2 films que Godard a tournés dans le Sud. Godard est vraiment un homme du Nord, c'est-à-dire Godard n'aime pas le soleil, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la plage, il n'aime pas les gens en maillot de bain. Donc, pour lui, c'était vraiment l'altérité absolue, arriver dans le Sud. Parce que là, quand il était sur le tournage du Mépris, il était sur une île et il était totalement isolé de la vie réelle. Là, non. Là, il est plus obligé d'être un peu dans la vie réelle. Et bizarrement, enfin, pas bizarre, ça arrive à Nard, cette rencontre avec la chose qui lui est la plus étrangère, produit des choses formidables. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration, ça ne va pas durer, il n'en fera pas d'autres. Hein. Après, il va retourner dans ses lumières. Il y a eu la même histoire avec les peintres au XIXe siècle, c'est-à-dire les peintres du Nord, les impressionnistes. Il y en a qui sont arrivés à Nice et qui ont changé leur palette, ils ont tout changé. Si vous voulez, la rencontre avec le Sud
et les couleurs du Sud fait que ça a changé réellement chez certains artistes la façon de concevoir leur œuvre. Donc il y a un parallèle évidemment entre la peinture et le cinéma. Alors ce film, Godard, comme d'habitude, enfin mais plus que d'habitude, il a créé la légende du film avant même que le film soit fini. C'est-à-dire Godard faisait des proclamations partout, il disait ce film, j'ai rien, j'improvise au jour le jour, je ne sais pas ce que je vais tourner demain. C'est évidemment absolument faux. C'est-à-dire, moi, comme j'ai beaucoup travaillé après sur Pierrot, j'ai retrouvé notamment à la BIFI les rapports script de Suzanne Schiffman. Suzanne était sa script et elle a noté comme une script tous les jours. C'est-à-dire, on peut suivre le tournage du film jour par jour et heure par heure à ce moment-là. Et on voit que tout était hyper préparé. C'est même un des films sans doute les plus préparés des années 60. Et il y a une raison simple à ça, c'est que d'habitude, quand Godard tournait, il tournait dans un rayon de 2 km. Les films parisiens, etc. Là, il y a beaucoup de lieux. Parce qu'il va à la Seine. Il y a beaucoup d'endroits dans le Var, et il n'y a pas que Lille. Il y a plein de sites dans lesquels il tourne. Et donc, il fallait que tout ça soit très bien organisé. Et alors, une chose, je crois que ça, c'est la seule fois où Godard a fait ça de sa vie, les comédiens changent de costume dans le film. Et d'habitude, de Godard, les costumes, bon, il y a le costume. Après, voilà, il ne se pose pas le problème des raccords, etc. Et là, en fait, avant de partir sur le tournage, il savait déjà quel jour Anna Karina serait en treillis, quel jour Belmondo, et il tournait dans le désordre, forcément, hein, puisque... Et du coup, chaque jour, sur la feuille de service, il y avait les costumes que devaient porter les deux acteurs. Ça n'est jamais plus arrivé chez Godard. Hein. Chez Godard, cette question-là ne se pose pas. Mais là, elle se posait pour des raisons de production. Alors, ce film a été plus long. Des années 60, c'est le film qui a été le plus long à tourner. 8 semaines. C'était rien pour un film français moyen. Mais pour lui, c'était beaucoup. Lui, il tournait à 5, 6 semaines. C'est pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de déplacements. Il fallait aller faire un plan à Toulon sur le port, il fallait aller, donc c'était forcément très très préparé. Alors, sur l'histoire du mythe, là, Godard, c'est le plus fort. C'est-à-dire Godard, il fait les films, mais il fait le mythe du film et il invente n'importe quoi. Il dit des choses qui sont totalement fausses, notamment là, sur le tournage, etc. Parce que ce qui importe, c'est l'image, enfin, c'est le mythe qu'il y a autour du film, et ce mythe a marché. C'est-à-dire, quand les gens parlent innocemment de Pierrot, ils le voient comme un film furieusement improvisé au jour le jour, et ils se disent, comment... Voilà, comme s'il décide qu'il va tourner le plan sur les rails la veille. Évidemment, tout ça était extrêmement préparé, et le dialogue était entièrement écrit. Parce que des fois, on a l'impression aussi que chez Godard, les acteurs improvisent. Il y a une phrase qui est improvisée, c'est celle d'Anna Karina qui dit « je ne sais pas quoi faire », enfin, qui est devenue célèbre d'ailleurs. C'est la seule phrase improvisée du film. C'est-à-dire, et on a le scénario du film, il n'y avait pas les dialogues, mais il y avait absolument tout. C'est-à-dire, c'est un film qui a été tourné de façon absolument fidèle au scénario, et sur l'histoire et tout, sauf un peu, comme toujours chez Godard à la fin, où voilà, il modifie un peu les choses par rapport au roman. Donc c'est à partir d'un roman, d'un polar américain, qui s'appelle Le démon de 11 heures. Et moi, quand je suis allé sur le tournage, le clap, c'était Le démon de 11 heures. C'était évidemment un titre impossible. Et je me demande toujours, si le film s'était appelé comme ça, est-ce qu'il aurait eu du... On ne peut pas faire un film mythique qui s'appelle Le démon de 11 heures. Pierrot le Fou, évidemment, ça sonne, c'est un truc voilà, sur le choix, là en l'occurrence, du titre. Bon, peut-être je parlerai après plus de comment ce film s'est tourné, plus concrètement, mais comme ça vous l'aurez vu, on pourra échanger. À tout à l'heure. Bon, la place de ce film dans l'œuvre de Godard, c'est un pivot. C'est-à-dire qu'en 60, quand il arrive à faire Pierrot,
sa jeunesse est finie. C'est-à-dire, c'est un film où il brûle tout et il récapitule toute sa première période. C'est un film, si vous voulez, c'est un film d'explosion. C'est-à-dire que d'un seul coup, il sait que cette époque-là, pour lui, est terminée. Et il va partir sur toute autre chose. Après, il va partir sur des choses plus sociologiques, plus terre-à-terre. J'ai envie de dire que la période purement poétique s'arrête avec Pierrot. Donc, il fait tout péter, si j'ose dire. C'est-à-dire, il récapitule à peu près tout son cinéma. C'est un film très complet sur tout ce qu'il a inventé dans le cinéma. C'est pas si vieux, puisque quand il fait Pierrot, après tout, il n'a jamais que 6 ans de cinéma. Mais il a fait énormément de films, et il a le sentiment que ce film-là, il brûle quelque chose. Et après avoir brûlé toute sa première œuvre dans Pierrot, il va partir sur autre chose, sur des choses beaucoup, très très différentes par rapport à ce qu'il a fait avant. Donc c'est à la fois un film de conclusion, d'explosion, et c'est pour évacuer, si vous voulez, la première partie de son œuvre. Et du coup, il va... Alors, c'est un film incroyablement... comment dire ? Dans ce film, il y a aussi tout le cinéma qui est dans la tête de Godard. C'est-à-dire, c'est un film où... moi, j'ai fait le relevé un peu, si vous voulez, de d'où viennent toutes les scènes à peu près du film. Elles viennent à peu près toutes de films que Godard a rencontrés quand il est arrivé à Paris et qu'il a vus pendant 5 ans. C'est-à-dire, et ils y passent à peu près tout. J'avais fait justement parler du Festival de Bologne, j'avais fait pour le Festival de Bologne un montage de Pierrot où j'avais mis, chaque fois qu'il y a une scène dont je savais exactement d'où elle venait, dans le reste du cinéma, je mettais la scène d'origine, si on peut dire, et le film durait 3 heures. Donc ça veut dire que morceau par morceau, on arrive à ça, et alors que c'est pas un film, on n'a pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de référentiel ou de culturel. C'est quand dans sa tête il y a une séquence, je sais pas, d'un film, il ne le signale pas. Enfin, comment dire, ça n'écrase pas ce qu'il filme lui. Donc c'est un truc assez rare. Et Godard était très fort pour ça. C'est-à-dire, il y a des choses. Et alors, il y a un film majeur. Dans ce film est presque le remake, c'est Monica de Bergman. Monica de Bergman, pour Godard, a été un film absolument fondateur. C'est le seul film sur lequel il s'est battu pour écrire 2 fois dans les cahiers, des longs articles. Donc c'était un film essentiel pour lui. Et dans ce film, il y a Monica sans arrêt. Alors, d'abord l'histoire, puisque Monica, c'est exactement la même structure, c'est-à-dire c'est un couple qui quitte la vie sociale, qui quitte, en l'occurrence, c'est Stockholm, et ils vont sur une île. Et dans Monica, cette île, au début, c'est comme ici. On a l'impression que c'est une île déserte. On a l'impression que c'est l'Éden, et c'est Adam et Ève. Donc là, il y a pareil, quand ils arrivent sur Porquerolles, c'est pareil, c'est-à-dire au début, il y a un truc primitif, ils chassent, elles pêchent, en gros, et puis il n'y a pas de social autour. Et petit à petit, le social va revenir, comme dans Monica. Dans Monica, là, c'est carrément la naissance du monde quand ils arrivent sur l'île, et petit à petit, l'île se peuple. Et petit à petit, le social les rattrape, le bruit et la fureur les rattrapent. Donc c'est la même structure, et à la fin, c'est le grand sujet godardien, c'est la femme trahie. C'était le sujet d'À bout de souffle, c'est-à-dire une femme trahit un homme qu'elle aime. C'est pas l'idée de vengeance ou de quoi que ce soit, c'est l'idée de trahison centrale chez Godard, dans cette période-là, en tout cas de son travail. Donc, et elle trahit exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'elle en a marre d'être sur l'île, et là, Anna Karina dit « j'en ai marre de toujours porter la même robe », etc. Et c'est exactement des mots qui sont dits dans Monica. Dans Monica, la femme en a marre et elle veut partir, elle veut quitter l'île. Donc là, la structure est extrêmement identique. Donc ils repartent à l'envers. Donc ils retournent dans la ville, ils retournent sur le continent. Et là, ça finit très mal aussi.
Sauf que là, là, il y a des coups de feu. Dans Monica, c'est autre chose, mais c'est pareil. En gros, la structure est totalement identique, et il y a même des trucs de folie de Godard. C'est-à-dire, vous avez remarqué que quand, à la fin, Belmondo retourne sur l'île, les plans sont normaux, et d'un seul coup, il y a des plans avec un peu de houle. C'est-à-dire, le petit bateau fait ça. Il a attendu 3 jours. Il voulait absolument qu'il y ait ça parce que c'était le plan de Monica. Dans Monica, quand ils partent, c'est plat. Quand ils reviennent, il fait mauvais, il y a des vagues et tout ça. Donc ça veut dire que là, l'idée, la présence de Monica est absolue et permanente dans le film. Un autre exemple, c'est le tourne-disque. Quand elle retrouve son faux frère et qu'il y a la répétition de la danse sur la plage, Godard fait un plan qui a l'air très bizarre, c'est un tourne-disque, il y a un vinyle et il y a une vague qui le renverse. Ça vient très exactement d'un plan de Monica, à un moment où lui, il n'est pas très dégourdi, donc la fille, elle lui apprend à danser, et c'est le moment où l'amant, ancien amant de la fille, est en train de casser leur bateau, de mettre le feu au bateau, etc. Donc c'est pareil, si vous voulez, c'est le moment de la trahison. Alors évidemment, quand on voit le film de Godard, on pense que c'est lui, enfin on pense que c'est une invention, que c'est un truc comme ça qu'il a fait. Donc en fait, ça vient de... Alors, Monica est partout dans le film, mais il y a aussi, je sais pas, il y a 20 films dans Pierrot le Fou, et des choses très précises, et des trucs de folie de Godard. Par exemple, à un moment, au premier repas, quand ils sont devant leur petite maison, il y a un fennec, et elle, c'est le fennec, et lui, c'est le perroquet, parce que lui, pendant tout le film, il aura des vêtements qui rappellent un peu les plumages du perroquet. Lui, c'est le mélange des couleurs. Elle, c'est la robe rouge, c'est-à-dire l'opposition visuelle entre eux, elle est présente tout le temps. Et donc là, à un moment, Godard fait un plan incroyable. Il fait un gros plan du nez du fennec, et il fait un gros plan d'Anna Karina, qui est comme un fennec. C'est-à-dire, il fait, dans le raccord, il nous dit, voilà, Anna Karina a un visage de fennec. Elle a la même forme de nez, etc. Donc ça vient... Ce raccord-là vient du cinéma que Godard a beaucoup aimé dans le cinéma américain. Il y a beaucoup de films américains dans ce film qui traversent, disons, le film. Donc c'est La Renarde. Dans La Renarde, si vous allez voir, il y a exactement ce raccord entre l'actrice et un fennec. C'est-à-dire, donc, ça veut dire... Enfin, une renarde, puisque là c'est un fennec, c'est plus petit. Mais dans La Renarde, c'est une renarde. Ça veut dire que dès qu'il... Alors qu'en fait, le scénario existe. Je veux dire que le roman raconte exactement la même histoire. Godard, d'habitude, quand il prend un roman pour l'adapter, il prend 3 trucs, mais il ne raconte pas vraiment la même histoire ou de la même façon. Dans Pierrot, c'est strictement le roman, avec évidemment des adaptations. Dans le démon de 11 heures de White, au lieu que ce soit une île, c'est le désert. C'est à l'intérieur du désert, il y a une baraque, mais l'histoire est strictement la même, sauf qu'à la fin, dans le roman de White, il tue les 2 amants et il téléphone pour dire à la police, venez, j'ai tué 2 personnes. Alors que là, le coup de téléphone, c'est pas du tout à la police, c'est à ses enfants. Enfin, il veut avoir des nouvelles de ses enfants avant de se suicider. Et ça, alors là, il y a un truc de fou, godardien. C'est-à-dire que quand il téléphone, moi, au début, je me disais, ça me rappelle quelque chose. Et en fait, c'est à la fin de La Peur de Rossellini, elle va se suicider. Et avant de se suicider, elle appelle ses enfants. Et Godard a pris le son du téléphone de Rossellini pour le mettre là, quand ça sonne, quand il est rappelé par, avant de se faire sauter. Donc c'est un film
qui a l'air très natif comme ça, qui a l'air d'être de la poésie pure, enfin inventée, et en fait, c'est de la poésie pure, mais faite avec beaucoup de choses dans la tête de Godard par rapport au cinéma. C'est pour ça qu'il parcourt tout le cinéma, enfin à peu près, et il y a des scènes alors qui sont carrément presque à l'image près. La voiture dans l'eau, par exemple, c'est une image qui existe exactement la même dans un film américain. Donc ça veut dire que c'est un film traversé par la mémoire de Godard, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire, c'est le contraire d'un film qui exhiberait de la culture. On a l'impression que tout est inventé comme ça, à chaud, voilà, et en direct de son propre tournage. Alors, au départ, comme d'habitude, Godard pense à plusieurs acteurs et finalement il se rabat sur Belmondo et Anna Karina. Belmondo est une star à ce moment-là. Depuis À bout de souffle, où Belmondo était inconnu, là il fait les films chers français, il a beaucoup de prestige. Et il accepte, parce que Godard n'a pas de quoi le payer au prix où le payent les gens qui font faire des films standards français. Mais Belmondo est loyal et il accepte de faire le film pour peu d'argent par rapport à ce qu'il gagne habituellement, comme si c'était une dette qu'il avait à l'égard de Godard. Et puis ça devait l'amuser aussi de retourner avec Godard, en plus avec Anna Karina. Évidemment, qu'il avait déjà rencontré, puisqu'il avait déjà tourné un peu avec elle, mais là, le film, c'est eux deux, quoi. Ça se constitue sur eux deux. Alors, le rapport de l'homme et de la femme dans ce film, mis à part la question de la trahison, c'est comme si l'homme est un intello, il lit, etc., et elle aime la musique, lui il aime que les livres. C'est-à-dire il y a une espèce de divorce, enfin pas de divorce, de contradiction entre eux, qui évidemment a à voir avec Godard et Anna Karina. Même si à ce moment-là ils ne sont plus ensemble, à ce moment-là c'est plus un couple, Godard et Karina, et le tournage est pourtant assez heureux apparemment. D'après tous les gens qui étaient sur le tournage. Alors, elle a eu des moments difficiles. Il y a un plan qui est horrible à tourner pour elle. C'est le plan où il y a un dialogue qui dure 6 minutes quand elle est à l'arrière du bateau et qu'elle raconte l'histoire de ses parents qui ne voulaient pas se séparer, etc. Elle avait le bruit du moteur du bateau dans le dos. Il fallait qu'elle parle fort et il fallait qu'elle mémorise tout ça. C'est un seul plan, hein, c'est très très long. Et donc là, elle était absolument exténuée après cette prise. Par ailleurs, non. Le reste du film, c'est des choses... Elle avait l'habitude, si vous voulez, de tourner avec Godard sur ce qu'il lui demandait. Et ils ont quand même une très grande liberté de gestuelle, c'est-à-dire qu'ils s'amusent bien tous les deux. On voit bien qu'ils s'amusent bien. Et Belmondo, Godard lui laisse faire les trucs qu'il était censé faire, c'est-à-dire tourbillonner, monter sur les arbres, sauter, etc. Alors, sauf à un moment où ça a coincé, c'est quand c'est la scène des terribles 5 heures du soir où il est censé être sur la voie ferrée pour se suicider. Enfin, il attend le train. Et là, Godard en a bavé parce que donc il l'a fait une première fois. C'était un plan compliqué, hein, parce qu'il y avait un mouvement de dolly qui montait, il y avait le train qui arrivait, et Godard pensait, puisque c'était la réputation de Belmondo, qu'il serait capable de sortir des rails, je ne sais pas, 10 mètres avant l'arrivée du train. Mais Belmondo a eu peur. Ça veut dire que la première fois où ils l'ont tourné, Godard n'arrive pas à avoir dans le champ ce qu'il veut, c'est-à-dire Belmondo et le train. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si on fait un plan de Belmondo, puis un plan du train que Belmondo sort, il fallait que ce soit vrai, et il fallait qu'on voit qu'il y ait un peu de danger, disons. Donc Belmondo se plante, enfin, il a peur. Et donc il le fait mal. Et Godard voit les rushs, parce que Godard voyait les rushs, hein, pas sur l'île, il allait ailleurs, mais il voyait les rushs. Et la monteuse, ce que Godard ne faisait pas trop avant, commence à monter le film pendant que le film se tourne. Du coup, Godard, tous les 2-3 jours, allait voir les rushs. C'était compliqué parce qu'il fallait que les rushs aillent à Paris, reviennent
là et tout, mais enfin, il voyait où il en était. Alors, c'est pour ça que dans ce film, il y a des retakes dont tout le monde pensait qu'à l'époque, la légende, c'était que Godard n'avait jamais fait un seul retake de sa vie. Un retake, c'est quand on fait des plans, puis on voit les rushs, et il y a un plan qui ne va pas, on le refait. Et les gens pensaient que Godard ne s'abaissait pas à faire des retakes. Or, il y en a plein dans le film, parce qu'il pouvait voir les rushs comme ça, et le montage un peu au fur et à mesure. Alors, l'histoire du train, Godard se dit, bon, je l'ai fait, il faut que j'ai un angle plus large, parce qu'il l'a fait au 25, le premier, ça veut dire qu'il y avait très peu de marge entre l'arrivée du train et le départ de Belmondo. Donc il prend un angle plus large, il le fait avec un plus grand angle, et du coup on a les deux, mais on voit que c'est quand même pas bien. Belmondo part trop tôt, enfin, pour qu'on ait peur. Enfin, c'est pas ça, pour que... on voit qu'il a peur et qu'il s'en va. Par contre, quand il fait des pirouettes, quand il saute sur les arbres, sur les murs, il est très bon. Il y a un côté virevoltant comme ça qui est assez bien tout le temps. Donc c'est un film très agile, comme ça, sur le corps de Belmondo. Il y a beaucoup d'agilité. Puis il y a des trucs, c'est jamais juste comme d'habitude au cinéma, des gens qui sont au même niveau et qui se parlent. C'est-à-dire là, ça n'arrête pas de bouger entre eux aussi. C'est-à-dire, même quand ils arrivent sur le bateau, c'est jamais les plans, si j'ose dire, l'homme et la femme. C'est toujours en mouvement et c'est toujours rythmé. Il y a du rythme sans arrêt dans ce film. Donc, alors, je reviens sur l'histoire des objectifs. Ce film est tourné dans un procédé, le Techniscope, qui donnait le rendu du cinémascope, mais qui était beaucoup plus simple. Parce que si on voulait tourner un cinémascope, il fallait avoir des objectifs anamorphosés, c'est-à-dire que sur la pellicule, l'image était écrasée et elle était restituée en largeur à la projection. Donc c'était un processus assez complexe, et venait d'arriver ce procédé, qui était, en fait, avec ce procédé, l'image s'enregistrait sur toute la largeur de la pellicule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils enlevaient il n'y avait plus les perfos partout. Ça veut dire que du coup, c'était ras de la pellicule, et du coup, ça ne nécessitait pas d'anamorphose. C'est-à-dire que la pellicule, après, était projetée telle qu'elle était. Et ça avait un énorme avantage aussi, c'est que quand les gens tournaient en scope, et Godard avait tourné en scope, il n'y avait que les objectifs anamorphose qui pouvaient servir. Avec ce dispositif, tous les objectifs pouvaient servir. C'est-à-dire que les objectifs des caméras normales, si vous voulez, il n'y avait pas de problème. Et donc, Coutard, évidemment, est tout excité, et il prend un très grand angle, qui est presque un fisheye, dont Godard va se servir 2 ou 3 fois, notamment avec les ciseaux, quand elle est avec le nain et qu'elle fait ça, c'est-à-dire des plans très, 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 très anamorphosés. Et Godard va en faire 2 ou 3. Quand il les tourne, il dit à Schiffman, je ne les garderai pas, je ne les veux pas dans le film, parce que c'est trop différent. Je m'en servirai peut-être dans la bande-annonce. Et en fait, après, ils sont restés dans le film, donc il les a quand même gardés. Alors, il y avait 2 caméras sur ce film. Là aussi, la légende, c'est que Godard ne filme jamais la même scène sous 2 axes. Pour eux, pour les cahiers du cinéma, c'était l'horreur de filmer une même scène avec 2 caméras. Ça veut dire qu'on n'avait pas choisi le point de vue et qu'on n'était pas un cinéaste, qu'on n'était pas bon pour la mise en scène. Alors Godard, comme toujours, dans tous les films, il a une grosse caméra, il a la Mitchell, et puis il a une petite caméra plus légère et plus facile. Et là, dans ce film, il s'est servi 3 fois des 2 en même temps. C'était dans des scènes où s'il y en a une qui tombait en panne, le plan était foutu. Par exemple, quand la voiture va dans la mer. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas droit à l'erreur. Imaginez que la pellicule s'enraye ou raye ou quelque chose comme ça. Évidemment, le plan était foutu. Donc ça, il a mis 2 caméras. Il en a mis 2 aussi, mais c'était moins dangereux. C'est quand la 404 brûle et que la caméra panote sur eux qui partent sous les grands pylônes, là, comme ça. Et puis évidemment, le truc final,
l'explosion finale, parce que l'histoire de Porquerolles, c'est une île militaire. Il y a un camp, donc c'est autorisé au public, si vous voulez, il y a un village, etc. Mais l'île est sous contrôle militaire, et donc les militaires sont un peu en hauteur comme ça, et évidemment, le règlement de l'île interdit strictement de faire même un petit feu. C'est-à-dire c'est très très rigoureux et très comme ça, et Godard a eu beaucoup de chance. Et Godard, il voulait que ça explose pour faire son plan Rimbaud au bord de la mer. Et donc, tout le monde lui a dit, c'est impossible, l'armée va t'interdire et tout. Et du coup, il a réussi à approcher un peu le commandant en question, et la femme et ce commandant aimait le cinéma, et il avait une caméra Super 8. Et donc, Godard l'a autorisé, le commandant, à venir filmer son tournage à lui. Et en échange, évidemment, il y avait une protection militaire générale. Il a pu faire une explosion sur l'île, parce que c'est une vraie explosion quand même. Voilà, c'est pas. Voilà. Et donc Godard avait même amadoué le commandant de l'île. Je sais ça parce que j'avais une élève à la FEMIS qui était la fille de ce commandant, et elle avait retrouvé les films Super 8 de son père. Et sa mère, on la voit, sa mère, c'est celle, enfin on la voit à peine, quand il arrive sur l'île et qu'il fait Ep, il y a une jeune femme là, c'était elle en gros, ça veut dire que grâce à cette femme, Godard a pu faire, parce que je ne sais pas ce qu'il aurait fait, l'explosion finale, où on l'a fait ou on ne l'a fait pas. Je veux dire, à l'époque, c'était pas, ça ne pouvait pas faire des trucages digitaux, hein, c'était, voilà, donc il réussit à le faire. Alors, le film a eu un relatif succès. Bon, il y a eu, comme d'habitude, des ennuis avec la censure. Dès le scénario, on lui a dit ça serait interdit au moins de 17 ans. Parce que c'est des histoires scandaleuses, on tue des gens, enfin, les trucs de l'époque. Hein, c'est-à-dire, ça paraît aujourd'hui invraisemblable qu'un film comme ça puisse être interdit aux jeunes. Et donc, et à un moment, il y a eu une discussion entre la censure et Godard. Ils lui ont dit il faut enlever pendant la torture, comme pendant la guerre d'Algérie, alors c'est resté, il faut enlever comme au Vietnam, sur l'histoire du napalm, il fallait enlever le nain mort, donc ça c'était plus difficile avec les couteaux dans le truc. Donc Godard, ils ont fait semblant, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé certains plans, et par exemple au début, dans la soirée, Godard a dit bon, il y a 3 femmes qui ont des seins nus, j'en garde qu'une. Donc c'était une négociation comme ça sur le nombre de seins nus qu'on verrait dans le film. Et finalement, le comité de censure s'est à nouveau réuni, a vu la version un peu caviardée, et ils ont dit non, ça reste impossible. Et du coup, ils ont remis les plans, puisque de toute façon, il était interdit au moins de 18 ans. Il n'y avait pas de raison qu'ils se privent des plans. En plus, c'est tellement ridicule aujourd'hui de penser qu'on pouvait empêcher des plans comme ça, enfin, de se faire. Bon, mais un peu à vous de parler. Oui. Ah, attendez, je vais vous passer le micro, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré. Merci. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention qui est très intéressante sur le film de Godard. Une petite question technique sur les caméras utilisées. Vous parliez d'une Mitchell. C'est une caméra qui était déjà devenue assez rare à l'époque, puisque Kubrick, je crois, en fait, avait déjà eu beaucoup de difficultés pour l'avoir pour Barry Lyndon, si je me souviens bien, avec des objectifs Zeiss. Et la deuxième caméra dont vous parliez, c'était une Arriflex ou c'était une Panavision? C'est une Arriflex. Une Arriflex. Qui était la caméra des débuts de la nouvelle vague. D'accord. En gros. Oui, c'est une Arri, la seconde. Donc c'était quand même une caméra qui pouvait se matcher avec la Arriflex, avec la Mitchell. C'était du 35. C'était du 35 mm. Ah oui, c'était du 35 mm, mais utilisé bord à bord. D'accord. En gros. Alors ça avait évidemment des inconvénients par rapport à la lumière. C'est-à-dire que Coutard dit que, par exemple, on ne pouvait pas filmer avec la lumière qui venait de derrière. Que ça manquait de relief. C'est-à-dire que Coutard était très content de pouvoir utiliser tous les objectifs, mais il trouvait que le rendu... parce qu'évidemment, comme la pellicule, elle couvre tout,
l'objectif, normalement, il est fait pour remplir le milieu de la pellicule. Et là, ça remplit tout. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes d'exposition de l'image à l'intérieur de la caméra. Mais il s'en sort bien. Par contre, bon, moi, j'ai toujours été un peu attristé par cette restauration qui me semble nulle, la restauration digitale, si vous voulez. Et je me demande bien pourquoi c'est pas Coutard qui l'a faite, quoi. Coutard était vivant. Il y a un peu trop de saturation, peut-être. Non, puis quand ils sont dans la voiture, par exemple, c'est horrible, ils ont des pots en terre. Or, c'était pas ça le film. Je veux dire, ça veut dire que au moment de la restauration, quelqu'un a dit, le mot d'ordre, c'était on va retrouver les couleurs vives. Effectivement, elles y sont, le rouge, le jaune, etc. Mais du coup, il fallait choisir, si on peut dire, ils ont choisi les couleurs vives contre la peau. C'est-à-dire, il y a plein de plans dans cette version où les peaux sont horribles. Enfin, pas les gros plans au soleil, évidemment, quand c'est Anna Karina, comme ça, mais dans les voitures, c'est horrible. Par contre, je vais pas dire, mais il me semble que le Techniscope était quand même de moins bonne qualité, enfin, en termes de définition, je crois. Il me semble que c'était le format de tournage des western spaghetti aussi, parce que c'était moins coûteux, en fait. Il me semble que c'était... ça utilisait moins de pellicule, je crois. Ça se voit. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas la qualité que si c'était du scope. Le mépris c'est impeccable. Là, mais en même temps, ça va bien avec le film. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire, c'était pas un film léché. C'était un film inventé, poétique. C'est-à-dire, c'était pas un film où il fallait que ce soit absolument impeccable. Et puis, moi, j'étais là et j'étais trop près. C'est-à-dire que je voyais les défauts de la pellicule. Enfin, je voyais le manque de définition de la pellicule. Et moi, j'aurais aimé revenir sur les séquences du début, en fait, que je trouve très belles et assez tristes, hein, évidemment, quand il y a la soirée, en fait, chez le père de sa femme, donc qui est Monsieur Nespresso, je ne sais plus ce qu'il dit. Oui. Et j'aime beaucoup, en fait, cette manière qu'il a de mettre en scène cette espèce de bourgeoisie qui parle avec des slogans publicitaires et puis avec des filtres de couleurs, enfin, cette espèce d'ennui un peu glacé. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment est arrivé là Samuel Fuller ? Oui, alors, d'abord, cette séquence, on sait d'où elle vient. Elle vient d'un roi à New York, où Chaplin fait la même scène. C'est d'un roi à New York, Chaplin, il est invité, et puis les gens à côté de lui parlent par slogan publicitaire, complètement. Et lui, il est très surpris que les gens ne parlent pas, mais citent des... Donc, c'est clair que là, ça vient de Chaplin, hein, dans ce film-là. Et après, Godard, il a l'idée... mais comme au début du Mépris, c'est-à-dire de faire des couleurs uniformes, plan par plan, et pas forcément les mêmes. C'est-à-dire il y a un voile coloré qui est rajouté en post-prod, hein. C'était pas fait au tournage. Le tournage, c'était un tournage normal, et après, il passait à la trucca, et il mettait des dominantes, disons, de couleurs. Et Fuller, ça c'est... Il n'y a pas que Fuller, il y a aussi, dans le film, il y a plein d'invités, si j'ose dire. Il y a la princesse Aïcha Abadi, qu'il a dû trouver comme ça à Toulon. Il y a De Vos. Mais Fuller, c'est quand même... Jean-Pierre Léaud, il a un tout petit rôle. Fuller, c'est quand même un des cinéastes qui était comme admiré par la Nouvelle Vague. Absolument. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que Godard quand il est venu à Paris, Moulet l'a fait tourner, c'est-à-dire tout le monde a profité, comme il était assez... admiratif, enfin il n'était pas admiratif, mais il était très content de ce que les cahiers avaient dit de ses films, et qu'il était un vrai auteur. Et du coup, quand il est arrivé à séjourner à Paris, si des garçons ou des filles dans la vague lui demandaient de tourner, il le faisait. Et un peu là, il a un beau rôle. Enfin, c'est Godard qui lui a écrit le texte, hein. C'est pas lui il n'invente rien. Mais alors que De Vos, non. De Vos, c'est son texte de son sketch à lui, quoi. Voilà. Et la princesse Aïcha Abadi, je suppose que Godard a dû parler avec elle, et à partir de là, il a dû rajouter ou inventer. Elle est formidable, hein, je trouve. Alors, il y a aussi cette idée, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que Godard avait beaucoup de mal à faire 1h30. Et du coup, quand il avait qu'une 1h20, il était content que De Vos
viennent faire 3 minutes de film, si vous voulez. Il a toujours fait ça, Godard, hein, c'est-à-dire quand il n'a pas assez, et là il ne pouvait pas dépasser, puisqu'il avait déjà fait 8 semaines, ce qui était pour lui énorme, il ne pouvait pas dépasser, Godard n'aimait pas dépasser. Du coup, pour ne pas dépasser, il invitait quelqu'un et il faisait une scène de 3 minutes. Voilà. Donc, la scène du début, Godard la situe le soir du 14 juillet, et ça fait partie des choses que Godard va faire beaucoup par la suite. C'est pas lui qui va filmer un feu d'artifice. Il envoie un assistant ou un chef-op filmer le feu d'artifice. Godard, qui est pourtant un surauteur, il n'a jamais eu peur d'envoyer ses chefs-op faire des plans pour lui. Dans Sauf qui peut la vie, tous les plans des camions qui traversent la ville, c'est pas lui, c'est Renato Berta. C'est-à-dire le côté délégué à des gens qui il a absolument confiance ne lui fait pas peur, alors qu'il y a plein de cinéastes qui refuseraient ça. Donc là, on voit ça. Puis il y a un raccord magnifique sur le gâteau, le feu d'artifice. Là, c'est vraiment le montage est génial. D'ailleurs, dans ce film, le montage est souvent génial parce que il y a des moments très montés, et puis il y a des moments au contraire où il prend tout son temps. Par exemple, le truc qui fait un peu tunnel là, où Belmondo est derrière les cannes à sucre et qui raconte l'histoire, c'est assez long. Godard pense que le rythme, c'est ça. C'est-à-dire on peut avoir un moment un peu long, voire un peu ennuyeux, si après c'est un feu d'artifice. L'idée, c'est que le rythme, c'est pas forcément le même rythme dans toutes les séquences. On peut avoir des trucs... voilà. Alors, j'ai oublié de dire ça par rapport au rythme, mais si vous voulez, Godard, dans le roman initial, évidemment, tout est raconté. Notamment l'histoire des truands, quand ils se font tuer, quand il y a l'histoire de la malle pleine de dollars, etc. Et Godard, ça lui tombe des yeux de raconter ça. Et du coup, il fait en une journée 30 plans. Et puis ça suffit. Je veux dire, on s'en fout. On comprend que c'est une histoire de fric, de vente d'armes, etc. Il ne le raconte pas. Il le montre et il ne le raconte pas. Pareil sur quand il veut... il fait un gros plan où on a un revolver, ça suffit. Je veux dire, c'est jamais... Et chez Godard, bon, mais ça c'est une tradition, si on peut dire, la violence n'est jamais filmée comme le sexe. Pour Godard, il y a 2 choses qu'on n'a pas le droit de filmer avec du mouvement, c'est la violence et le sexe. Et donc là, la violence, j'aime beaucoup la scène où il se fait attraper par les types et qu'il y a le type qui fait juste ça avec sa main, celui qui a les yeux bleus, que Carax a fait tourner après, en hommage, j'imagine, à Pierrot. Et ça suffit, c'est-à-dire... Et après, on voit, à part le truc, effectivement, de la robe rouge, où là, Belmondo, il a quand même joué le jeu. C'est-à-dire qu'il doit quand même avoir un peu de mal à respirer par moment, mais sinon, la violence n'est jamais montrée dans ce film. C'est-à-dire que les gens sont déjà morts, ou bien c'est un coup de feu, mais on ne voit pas de violence réellement. Et même quand Nakarina tire, c'est son visage surtout qui est filmé. Après, les 2, ils sont loin, ils tombent. Voilà. Donc ça, la scène du filet, évidemment, ça vient de Atari de Hawks. Parce que dans Atari de Hawks, qui est un immense film de Hawks, il y en a un... Ils chassent les singes. Et il y en a un qui a une idée géniale. Il dit, au lieu de les chasser un par un, je vais inventer une fusée. La fusée, je vais attacher un grand filet, et le filet va recouvrir l'arbre, et tous les singes seront pris dedans. Donc c'est exactement ça. Là, c'est-à-dire qu'il y a un filet, le filet tombe sur la voiture, et ils sont emprisonnés par ça. Donc ça, là, c'est Vox. Il y a beaucoup de cinéma américain dans ce film, enfin de gags, d'idées qui viennent du cinéma américain. Tout à l'heure, vous parliez d'attachement au costume, et effectivement, on voit que tous les 2 changent souvent de tenue. Et il y a une scène que j'ai pas bien comprise, justement, après l'accident de voiture. Oui. Ils se retrouvent avec une tenue différente. Ils vont se changer. Alors, on ne sait pas à quel moment ils se changent. Elle va se retrouver en treillis, elle. Et lui, il va avoir un costume bleu, je crois, au lieu d'avoir son costume d'origine. Et j'arrive pas à comprendre où ils ont trouvé ces vêtements. L'idée, c'est que comme ils sont poursuivis par la police, il ne faut pas qu'ils aient le costume que la police leur connaît. Et du coup, ils vont prendre les vêtements
des gens de la voiture. Ils jettent leurs propres vêtements et ils empruntent les vêtements du couple de la voiture. Oui, ça c'est dans la deuxième voiture qu'ils volent dans une de station à essence. Oui. Mais moi je vous parle de juste, ils sont encore dans la voiture rouge, je crois que c'est une Peugeot, et qu'ils viennent de brûler. Voilà, c'est ça, ils viennent de la brûler. Ils partent à pied. Et ils se retrouvent avec d'autres vêtements à la sortie. Et on n'arrive pas à... Je me suis dit, est-ce que c'est volontaire de la part de Godard, d'un seul coup ils apparaissent? On ne sait pas comment ils ont pu changer. Ils traversent la France et ils sont dans une autre tenue. Il n'y a pas d'explication. Hein. Là, c'est vraiment la liberté. Là, c'est la liberté. Quand je parlais de ça, c'est après. C'est-à-dire après, alors que les films est tourné dans le désordre, il y a le moment où ils sont habillés avec... la robe ou avec, etc. C'est-à-dire là-dessus. Oui, mais là, ce que vous dites, c'est juste, là, c'est arbitraire. C'est-à-dire, ils ont traversé le paysage et elle est en treillis après, et comme ça. Et il cite aussi les épisodes, mais c'est pas forcément des épisodes cités dans l'ordre. Et en plus, parfois, l'épisode 8, il revient plusieurs fois. Oui. C'est ça. Les épisodes, on est un peu perdus parce que finalement, ils ne sont pas dans l'ordre. Enfin, c'est dans l'ordre, le film est dans l'ordre, mais les numérotations, non. Ils s'amusent, là. Je veux dire, voilà, c'est pas que... C'est juste pour dire, je scande avec des numéros, mais c'est clair que le film est dans l'ordre. Oui, le film est dans l'ordre. Il n'y a jamais de... Voilà, le film est dans l'ordre. Et le film était écrit dans l'ordre, sans le moindre trouble, enfin, par rapport à ça. Hein. Il savait. Par contre, il y a une chose qui est très bizarre dans ce film. Je pense que jamais personne ne s'est penché sur la question. C'est que, à un moment donné, ils mettent la voiture à l'eau. Et ils ont 2 valises et on les retrouve, mais on ne sait pas à ce moment-là qu'on est sur l'île. Rien n'indique qu'on est sur l'île, alors qu'à la fin, quand il va les tuer, il y a le bateau, on les voit traverser et ils arrivent sur l'île. Et alors que là, il y a 2 fois dans le film où rien n'indique qu'on est sur l'île ou qu'on n'est pas sur l'île. C'est-à-dire qu'il nous fait confiance à nous pour dire... et en plus, il triche, parce qu'il y a je pense que la dernière maison où Anna Karina meurt, elle n'est pas sur l'île. Parce que moi je connais bien, elle est petite l'île, donc je la connais bien, elle n'est pas sur l'île. Il a dû la filmer sur la presqu'île de Gien, il a dû trouver une maison. J'ai cherché cette maison parce que sur le rapport script, on appelle ça la maison Japy, comme les J-A-P-Y. Donc j'ai cherché qu'est-ce que ça pouvait être une maison Japy. C'est clair que c'était pas sur l'île, mais je ne l'ai pas trouvé non plus sur la presqu'île de Gien. Je ne sais pas où il a tourné ça. Voilà. Donc les étudiants devraient chercher des choses comme ça. Et évidemment, l'accident de voiture avec ces corps comme ça, positionnés, ensanglantés, bon, je sais que Weekend, il l'a fait bien après, mais déjà, on a l'impression qu'il a déjà pensé à cette représentation du monde moderne. Et puis, je citais Jean-Pierre Léaud tout à l'heure parce qu'on a l'impression qu'il fait référence aux 400 coups. Parce que si je me souviens bien, dans les 400 coups, il se retrouve au cinéma. Oui, il se tient. Oui. Et les 2 enfants sont filmés. Et puis à un moment, moi j'ai eu l'impression de retrouver Tati aussi, lorsqu'il y a la gamine. Alors je ne sais plus si c'est dans Mon oncle, le jour de fête. Il y a une gamine qui embête un peu Monsieur Hulot, et la petite gamine là, qui est assise sur une table. À la fin, sur la table. Bon, Godard est très admiratif de Tati. Et il y a parfois chez Godard des choses qui viennent très lointainement de Jacques Tati. Donc ça, effectivement, peut-être. Parce qu'en plus, cette gamine, on ne sait pas trop sinon ce qu'elle fait là. Puisque Belmondo lui dit « Tu n'as pas vu une femme avec... etc. » Elle répond comme ça, et elle ne sert à rien, si j'ose dire. Elle est là, voilà, elle est dans le plan, et comme ça. Par contre, j'ai toujours été très surpris par ça, c'est que après, quand on retrouve Anna Karina qui a trahi, c'est la seule fois où elle est sexy. C'est-à-dire, elle a des pantalons moulants, elle a son truc, elle marche, alors que jamais Godard a fait des plans d'Anna Karina sexy.
Et là, elle est vraiment sexy, comme si le sexy venait du fait qu'elle a trahi Belmondo, qui est un petit pépère, puisqu'il fait que lire et tout. Elle lui dit tu sais pas vivre, moi je veux vivre. Et là, il y a un truc très bizarre, je trouve, de la part de Godard. Il n'a jamais filmé une autre fois Anna Karenina. Anna Karenina, c'est une petite fille, elle n'a pas de corps. Enfin, dans les films de Godard, c'est une poupée. Enfin. Et là, elle a un vrai corps, quoi. Et de ce coup, on se dit c'était quand même ça, Anna Karenina. Je veux dire, elle avait un corps. Et sauf que Godard ne l'avait jamais filmé. Et là, elle est, en plus, comme elle, dans cet espace et tout, on sent vraiment son corps, plus que la petite twisteuse qui fait partie qui elle est assez banale. Enfin, alors que Godard a dû lui dire, vas-y, tu fais un twist endiablé, et puis elle y croit pas et nous non plus. Il y a un truc comme ça. Et là, il y a le gag du type qu'on a déjà vu dans Une femme est une femme, qui chaque fois qu'il rencontre Belmondo lui dit ouais, tu as couché avec ma femme, tu m'as emprunté de l'argent et tout. Et Belmondo dit oui, il dit ciao. Comme si tout ça c'était bon. Ça fait partie des gags à répétition de Godard. Sauf que là, il a retrouvé le type, quand même quelques années après, il l'a fait descendre dans le sud pour faire cette scène avec la voiture. Comme ça, là. Et juste au passage, Anna Karenina, au début, elle est vraiment habillée comme une écolière. Enfin, c'est assez fascinant, du coup, ah ben oui, l'évolution. Puis, oui, oui. Dans Bande à part, on retrouve ça. Elle n'a pas un début de corps. Elle a un visage et c'est tout. Et le corps doit disparaître, enfin. Merci. Au début avant le film, vous avez parlé du fait que vous aviez pu filmer en fait en 16 mm, je crois, quelques scènes du film. Est-ce que vous pourriez nous parler, si vous avez pu le voir, la façon dont Godard dirigeait ses acteurs, comment il était sur le plateau, si c'était quelqu'un par exemple comme Truffaut qui suggérait, ou plutôt comme Jean-Pierre Mocky par contre qui était extrêmement arrogant, ou, on va prendre l'exemple comme ça, ou c'était quelqu'un qui était attentionné par rapport aux acteurs. Quel était le rapport qu'ils avaient avec Jean-Paul Belmondo et puis bon, là, Anna Karenina? J'ai vu un plan, donc là, j'ai rien vu. C'est le plan de la valise, justement. Ah, d'accord. Le plan où il marche et la caméra, c'était un plan difficile, puisque le travelling, on devait voir les traces de leurs pieds effacées par la mer. Il a refait 3 fois ce plan. C'est-à-dire que 2 fois, il n'était pas content. Et il y a un autre plan, après je réponds à votre question, qui a été fait 4 fois, alors que ça n'allait rien du tout. C'est le plan du napalm. C'est-à-dire le plan des mains qui font tomber les allumettes sur ce qui est censé être du napalm. Ils se sont plantés sans arrêt. Et Godard l'a refait le matin du départ, où il remontait sur Paris. Parce que le film a été tourné dans le désordre. C'est d'abord le Sud et après Paris. Paris a été fait après. Et donc, ce plan-là, quand on le voit, on se dit, bon, il n'y a rien à déclarer, quoi. Parce qu'en fait, ça devait être très difficile de mettre de l'essence sur la mer, d'allumer les allumettes et de faire tomber, et de mettre le feu à la mer, enfin. Du coup, ça, ils se sont battus pour arriver à ça. Vous parliez tout à l'heure c'était madame qui parlait de Jacques Tati. Il m'a bien semblé dans le film entendre musicalement certaines réminiscences effectivement d'un des films de Tati au niveau musical. Il y a quelques. Ah bon, d'accord. Oui. Ouais. Je ne saurais pas exactement situer l'endroit, mais il y a un moment effectivement ça rappelait le film, peut-être pas Jour de fête, mais Les vacances de Monsieur Hulot, il me semble. Mais enfin, je peux me tromper. C'est possible, non, ouais. C'est des choses possibles. C'était quoi votre question initiale à laquelle je n'ai pas répondu? Ah oui, comment Godard dirigeait les acteurs? Oui, c'était par rapport à la façon dont il pouvait diriger les acteurs. Donc là, j'ai rien vu, mais après, je suis allé sur Passion, je suis allé sur Sauf qui peut la vie, et là, j'ai vu Godard travailler avec les acteurs, et il ne travaille pas. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est, en tout cas, tout sauf la direction d'acteur. Jamais Godard dira à un acteur, alors là, tu fais ça, tu avances, tu le dis sur ce ton-là. C'est-à-dire, les négociations, elles sont avant les prises, avant le tournage. Et après, au tournage, jamais Godard intervient, enfin, ou jamais il dit quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est une espèce d'accord initial, de compréhension, même si parfois c'est difficile, et c'est un rapport au texte. Godard, la seule chose que Godard ne veut pas, c'est que les acteurs
se fassent une idée à l'avance de comment ils doivent le dire, du jeu, etc. Parce que sinon, ils se contrôlent. Et Godard, il ne veut pas ça. Godard, il veut que les choses sortent de l'acteur au moment où il tourne, où la caméra tourne. Donc, je me souviens, pour moi, j'ai été très impressionné sur Isabelle Huppert, dans Sauf qui peut la vie. Godard lui disait, bon, on va tourner dans une demi-heure. Il tournait autre chose pendant ce temps. Elle était dans la voiture, elle attendait. Il arrivait, il lui donnait le texte qu'il avait écrit 10 minutes avant, et elle ne demandait rien. C'est-à-dire, voilà, elle attendait, et quand la caméra tourne, elle disait ce qu'elle avait vu du texte, ce qu'elle avait compris du texte. C'est-à-dire, pour Godard, la pire chose dans le cinéma, c'est la direction d'acteur, au sens idiot de le réalisateur a le pouvoir sur les acteurs, il les dirige, il leur dit comment faire, etc. Ça, pour Godard, c'est pour Godard. La mise en scène, c'est d'abord un dispositif. C'est-à-dire, on met les choses en place, et si c'est bien, voilà, s'il y a un accord, il y aura de l'invention. Même si le texte, ils le savent par cœur, si vous voulez. Ce qui fait horreur à Godard, c'est les films où les acteurs, ils ont le scénario un mois avant, ils apprennent tout par cœur et ils se font une idée du personnage. Godard ne veut surtout pas que les acteurs se fassent une idée de leur personnage. Ça, c'est de la psychologie. Mais justement, par rapport justement au texte, est-ce qu'il faisait comme Lelouch, c'est-à-dire il permettait aux acteurs d'improviser, ou au contraire, le texte en fait était précis Non, dès le départ? Godard n'a jamais demandé aux acteurs d'improviser. Mais ce qu'il veut, c'est qu'ils n'aient pas le temps de se faire une idée de comment ils doivent le dire. Parce qu'ils pensent que le jeu, ça doit être natif dans chaque plan. Et ça l'est. C'est-à-dire là, on voit bien que Godard ne leur a pas dit, tu le dis comme ceci, tu le dis comme cela, tu penses à ceci, pas de psychologie, quoi. C'est un dispositif. Et le vivant naît du dispositif. Le vivant du plan naît du fait que l'acteur fait avec, enfin, comme ça. Mais ça, c'est général. Hein. Sur Passion aussi, je veux dire, chaque fois que j'ai vu Godard tourner, c'était le même système, si on peut dire. C'est pour ça que j'ai été très surpris quand le neveu de Godard a fait un film sur le tournage sur le paquebot là, de film Socialisme. Son neveu faisait partie des techniciens. Et il a filmé Godard. Et là, dans ce film, dans ce qu'on voit, Godard dirige un peu les acteurs. Ce qui est le contraire de Godard. Enfin, diriger au sens de classique, enfin, des cinéastes qui croient qu'il faut diriger les acteurs. Quoi. C'est pour ça que Godard est si fort avec les acteurs. C'est pour ça que les acteurs sont si présents dans les films de Godard. Parce que ça se passe quand la caméra tourne. Alors que c'est le texte de Godard à la ligne. C'est-à-dire, Anna Karina dit « J'ai jamais eu l'occasion d'improviser dans tous les films que j'ai fait avec lui. » Mais c'est vivant. L'idée, l'essentiel pour lui, c'est que ce soit vivant et qu'il se passe quelque chose entre le corps de l'acteur et les mots, et pas la routine de la répétition. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez dire un mot des couleurs, le bleu et le rouge, qui sont omniprésents? Est-ce qu'il y a vraiment une symbolique, je suppose, de la vie et de la mort? Et puis, pour la mise en scène, ça a dû être très compliqué, parce qu'il y a une permanence de ces couleurs dans beaucoup de plans. Si vous savez... Oui, enfin, ça, il l'a inventé avant. Déjà dans les films d'avant, mais là c'est pur et dur. C'est-à-dire qu'en gros pour lui, la palette méditerranéenne, c'est des couleurs pures. Parce que la lumière est telle que ce qui l'intéresse, c'est des couleurs pures. Et il a sa palette. C'est-à-dire qu'avant de commencer le film, il sait que ça sera tel rouge, tel bleu. Est-ce qu'il y aura du jaune ou pas? C'est des questions qui se posent en amont. Et après, ça roule. C'est-à-dire, et après, il y a le système godardien, qui là est déjà très rodé. Par exemple, dans l'appartement des truands, les murs sont blancs, il y a des taches de couleur. Dans l'appartement où Anna Karina aussi se réfugie, c'est pareil. C'est-à-dire, en gros, l'idée de Godard à l'époque, c'était on travaille la couleur par tâche, enfin par surface, pas comme ça se faisait dans le cinéma de l'époque. C'est-à-dire, voilà, couleur pure. Et dans ce film-là, moi je travaille depuis
depuis longtemps sur un livre que je n'ai jamais le temps de finir. Et j'ai fait ça, si vous voulez. J'ai pris tous les plans du film et je les ai montés dans l'ordre du tournage. Et là, on voit comment ça marche. C'est-à-dire, on voit qu'au début, par exemple, il n'y a pas de jaune. C'est-à-dire qu'il commence, il a 2 couleurs. Et après, le 6e jour, il voit une couleur, il l'intègre. Et après, il s'en sert. C'est-à-dire que c'est exactement comme un peintre. Et ce n'est pas symbolique. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas symbolique. C'est juste comme Nicolas de Staël ou comme... vous voyez, c'est comme la peinture que Godard a aimée, qui était de la peinture figurative, mais épurée. Où il y avait, qu'il n'y avait que quelques couleurs pures. Donc ça, il a inventé ça avec Coutard. C'est-à-dire, ça, c'est un truc de génie à 2. Parce qu'un chef-op normal aurait hurlé en disant « les murs blancs, des taches de couleur, je ne fais pas ça, enfin, tout le monde va penser que je suis nul comme chef-op. » Avec Coutard n'avait pas d'idée, Coutard n'avait pas de préjugés, n'avait jamais fait de film académique. Donc, si Godard le disait ça, il le faisait bien. Avec Godard, c'était une espèce d'alliance incroyable entre 2 hommes qui n'avaient pas grand-chose à se dire. En réalité, surtout sur le politique, si vous voulez, il faisait des choses géniales sans s'en parler. Il y avait un accord sur le travail et que sur le travail. Après, il ne se passait rien entre eux complètement. Donc, en tout cas, sur Pierrot, sur le mépris aussi. Dans le mépris, dans le scénario, il dit déjà quelles seront les couleurs. Sur Pierrot, c'est encore plus pur et dur. Enfin, je trouve, quoi. Et dès qu'il met un objet, il choisit la couleur de l'objet. Et même sur ce film, Godard, dans sa voiture, il avait des pots de peinture. Et quand il arrivait sur un décor, il peignait lui-même des choses. C'est-à-dire que, par exemple, là, à un moment, quand ils sont sous les pins, et que les 2 voitures se croisent, il y avait un truc d'eau de pompier. Et Godard sort son pot de peinture et le peint en rouge. Alors que c'était pas peint. Et des fois, on voit que la peinture est encore fraîche dans les plans. Il fait ça avant le plan et il le fait lui-même. Alors Godard ne laissait personne d'autre toucher à la couleur, si vous voulez, y compris sur le sang, puisque le sang, c'est lui qui mettait le sang, c'est lui qui peignait le sang sur les visages, etc. C'est-à-dire que c'est pas juste une idée, la couleur. C'est le choix des objets, c'est tout, quoi. C'est-à-dire, dans sa tête, ça marche très très vite. C'est vrai qu'il y a peu de cinéastes qui ont... Enfin, c'est pour ça que Godard a quand même été très intimidé par Antonioni, par Des airs rouges. Parce que là, il s'est dit, lui, il est plus fort que moi. Il perd même les arbres. En gros, l'idée de... Parce que Godard s'est toujours méfié un peu d'Antonioni. Et quand Antonioni a fait Des airs rouges, Godard a demandé au Cahiers, alors qu'il était plus au Cahiers depuis longtemps, s'il pouvait aller l'interviewer. Alors que lui était déjà célèbre. Et les Cahiers lui ont dit oui, et il est allé faire un entretien avec Antonioni pour parler de ça. C'est-à-dire, on voit qu'il était très très impressionné par le travail d'Antonioni. Donc c'est un truc à lui, dans sa tête. Et alors, ce qui est évidemment très étrange, c'est qu'après, quand il va retourner en Suisse, il n'y a jamais plus de couleurs vives. C'est-à-dire, au contraire, c'est toutes les nuances de la lumière suisse, le bord du lac, les gris. C'est-à-dire qu'il est passé comme les peintres, c'est-à-dire qu'il est passé d'une période comme ça, très moderne, à une période beaucoup plus impressionniste, en fait. Est-ce que, vous nous avez dit que c'était un film romantique, et oui, bien sûr, mais est-ce que vous pourriez nous parler du ou des sujets du film? Parce qu'évidemment, il est parti d'un polar, donc il y a ce côté policier, il y a ce côté road movie aussi. Il y a effectivement l'histoire entre les 2 personnages, l'histoire d'amour ou de non-amour. Mais est-ce que... Moi, je trouve que... Enfin, je ressens aussi beaucoup que... Et c'est assez désespérant que pour échapper à cette société de consommation, il n'y a que ce qu'ils proposent. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de... Enfin, voilà. Bon, c'est un film, en gros... le sujet, c'est Monica, si je peux me permettre. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que sortir du social? Qu'est-ce que c'est que retrouver un moment d'insularité édénique?
Et comment est-ce que l'Éden n'est pas tenable? Enfin, comment est-ce que l'Éden, ça dure 10 minutes dans un film? On ne peut pas tenir un film sur l'idée que ça serait édénique, sinon tout le monde s'ennuie. Du coup, là, c'est ça la structure, c'est-à-dire quitter le social, créer un petit îlot d'Éden, et là c'est une île, et après, petit à petit, on est regagné par le social et ça finit mal. On peut dire que le schéma du film, c'est ça. Mais c'est vraiment celui de Monica. Voilà. Et après, il y a l'histoire du couple, évidemment, toujours chez Godard. Godard ne peut pas faire de film s'il n'y a pas eu un couple. Enfin, pour lui, parce que pour lui, le couple, c'est la surface d'observation la plus importante. C'est-à-dire que filmer le monde, Dieu sait si là, il filme la nature, etc., mais comprendre ce qui se passe, ça passe par le couple et les relations dans le couple, toujours, et très longtemps. Chez Godard, il y aura ça, quoi. Il y aura, donc du coup, là, c'est bizarre dans ce film, puisqu'ils ne sont plus un couple, et du coup, c'est très serein, le rapport qu'il a avec Anna Karina, en tant que cinéaste, puisque dans la vie, il n'en a plus, mais en tant que cinéaste, c'est comme si elle retrouvait de la liberté. Elle est moins sous le truc de « c'est mon mari qui me filme ». Là, elle est plus sous la coupe de Godard. Elle est actrice libre, un peu. Donc, du coup, c'est très beau. Et Belmondo, en plus, Belmondo est magnifique, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire que lui, alors pour le coup, il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il le dit d'une façon toujours bien, quoi. Il est tout le temps. J'aime bien aussi quand Godard lui fait mimer Michel Simon. C'est-à-dire, c'est des idées qui arrivent dans la tête comme ça, et d'un seul coup, voilà. Donc, sur les deux acteurs, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve que c'est un film très, très magnifique. En tout cas, voilà, le sujet, il y a le sujet Godard, le couple, parce que sinon, on ne comprend rien. Et puis après, il y a le truc polar, il s'en fout complètement. C'est juste pour faire avancer les moteurs de la fiction, mais il ne les traite pas, il s'en fout de l'histoire d'armes, etc. C'est des petits indices et c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Oui, enfin, le sujet, c'est... enfin, moi, ce que je ressens, ce que je trouve assez désespérant, mais bon, on sait bien, hein, c'est qu'effectivement, pour échapper aux contraintes sociales, on peut... effectivement partir sur une île comme dans Monica, mais on est rattrapé, quoi. On les rattrape toujours, oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc il remet en question effectivement cette société des années 60, en présentant toutes ces publicités. Et effectivement, y échapper, c'est pas si simple que ça. Voilà. Il y a aussi un peu la situation du monde à l'époque. Il y a le Vietnam, il y a la situation du monde. Oui, situation il y a le Vietnam qui arrive sous plusieurs formes, mais comme ça, il ne le traite pas. C'est là, quand il va au cinéma, il y a ça, mais voilà, c'est... mais le monde est là pour encercler l'histoire. Voilà, pour être un obstacle à ce que le couple puisse tenir dans une situation insulaire. Parce que Godard n'y croit pas. Enfin, c'est un rêve de Godard qu'il y ait une situation édénique, mais il sait que l'Éden, ça ne dure pas. Donc voilà, il faut le faire un peu, mais après, ça disparaît. Bien, ouais, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Merci Alain Bergala. Juste annoncer la séance prochaine. On se retrouve donc le 8 mars pour masculin-féminin. Donc Jean-Pierre Léaud, Marlène Jobert et Chantal Goya, c'est ça ? Voilà, donc ça sera vraiment autre chose. C'est les yéyés, oui. Les enfants de Marx et Coca-Cola, voilà, c'est ça. Et c'est quand on imagine que le film a été fait après celui-là, on imagine il a vraiment fini quelque chose avec Pirot. C'est-à-dire après, il part sur un film noir et blanc, très dur, très terre-à-terre, comme ça, à Paris. Alors ne le ratez pas, voilà, merci. Merci.